On considère maintenant l'électrocinétique. Alors l'électrocinétique, comme son nom l'indique, électro c'est charge, cinétique c'est-à-dire le contraire de statique, c'est-à-dire charge en mouvement. Alors l'électrocinétique, elle étudie les phénomènes créés par des charges électriques mobiles qui bougent. On commence par étudier ou bien par définir le courant électrique. Le courant électrique, il résulte du mouvement des charges électriques. Si on a des charges électriques qui bougent, on dit qu'on a un courant électrique. Voilà. Et le sens conventionnel, donc pour le courant électrique, on a adopté, donc un sens conventionnel a été adopté. Alors le sens conventionnel, c'est celui des charges positives. Autrement dit, les charges positives, si elles vont dans un sens, le courant électrique, on lui donne le sens de ces charges positives. Ça veut dire, d'une autre manière, c'est le sens contraire des charges négatives. Pourquoi le sens contraire? Parce qu'on sait que si nous avons des charges qui bougent, ça veut dire qu'on a une force, ça veut dire qu'on a un champ électrique. La force, c'est la charge multipliée par le champ électrique. Si la charge est positive, la force et le champ sont de même sens. Si la charge est négative, la force et le champ sont de sens contraire. Alors, si on a un champ électrique, donc ça veut dire que les charges positives vont dans le sens du champ électrique, et ça veut dire aussi que les charges négatives vont dans le sens contraire de ce champ électrique. C'est pour cela que les mouvements sont dans le sens contraire l'un de l'autre. L'intensité du courant électrique, elle s'écrit I égale à dQ sur dt, c'est-à-dire la quantité de charge qui se déplace pendant un certain temps dt. On divise cette quantité sur le temps qu'elle met pour se déplacer. L'unité de I, c'est l'ampère, et 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. dQ, c'est en coulomb, dt, c'est en seconde. Alors, nous avons deux types de courant électrique. Le courant alternatif d'abord, c'est celui pour lequel le sens et l'intensité varient avec le temps. Donc, nous savons que pour le courant, nous avons un sens et une intensité. Lorsque le sens et l'intensité varient dans le temps et suivant une loi périodique, on dit que c'est un courant alternatif. Périodique, par exemple, on dit I égale à I0 sinus oméga t, par exemple. Donc, c'est une loi périodique. Maintenant, il est dit continu lorsque le sens ne varie pas avec le temps. Donc, on dit il est alternatif lorsque le sens et l'intensité varient avec le temps, et il est continu lorsque le sens ne varie pas avec le temps. Maintenant, si en plus d'être continu, son intensité, l'intensité de ce courant est constante, ça veut dire que ça ne varie pas avec le temps, le régime sera dit permanent ou bien stationnaire. Donc le courant, il est continu lorsque le sens ne varie pas. En plus, s'il est continu avec l'intensité qui ne varie pas, alors il est dit, donc le régime sera dit permanent ou stationnaire. Alors on revient à l'équation de l'intensité du courant, puisqu'on écrit I égale à dQ sur dt, ça veut dire que dQ égale à I dt. Si on intègre l'intégrale de dQ, c'est l'intégrale de I dt. I étant constante, on la fait sortir en dessous de l'intégrale. Et l'intégrale de dQ, c'est Q. L'intégrale de dt, c'est T. Et donc, on va dire Q égale à I fois T. Donc, Q égale à I fois T, c'est une relation caractéristique des courants continus en régime permanent. Un exercice d'application nous dit un courant de 0,5 ampères circule dans un fil. Quelle est la charge qui parcourt le fil en 1 minute? Alors pour répondre, on doit d'abord réfléchir. Il s'agit d'un courant continu, ça veut dire le sens de propagation de ce courant, il est constant, il ne change pas de sens. Ça veut dire, par exemple pour un générateur, on sait qu'il va du plus vers le moins. Donc c'est ça le sens qui est constant. Et puis la valeur de l'intensité, elle est donnée, c'est une valeur donc fixe. Donc c'est constant. Donc il s'agit, puisque c'est un sens constant et une valeur constante, donc il s'agit d'un courant continu en régime stationnaire. On nous donne donc le temps et on nous demande de trouver la charge. Alors on va partir de la relation de courant continu en régime stationnaire, c'est-à-dire I égale à Q sur T. On trouve Q qui est égal à I fois T, c'est-à-dire 0,5 par 60, donc ça donne 30 coulombs. Donc en 1 minute, la charge qui parcourt le fil, elle vaut 30 coulombs. Alors, dans ce qui suit, on se bornera au courant continu en régime stationnaire. Alors, en général, dans le langage courant, on parle, le langage scientifique courant,
et on parle de courant alternatif et de courant continu. On sait que le courant est alternatif lorsque le sens et l'intensité varient avec le temps. Et on sait que le courant il est continu lorsque le sens ne varie pas avec le temps, son intensité pouvant être variable ou constante. Et lorsque l'intensité elle est constante, on parle d'un courant continu en régime permanent. Mais généralement, donc dans le langage courant, on parle de courant continu et implicitement on insinue que aussi son intensité elle est constante. Voilà. Donc, d'ailleurs, puisque dans ce qui suit, on va travailler uniquement avec les courants continus en régime stationnaire, mais c'est juste la parenthèse pour dire que généralement, on utilise le terme de courant continu pour dire que non seulement le sens, mais l'intensité, elle est constante. Réellement, c'est pas les deux. Continu, c'est sens et intensité constante, ça entre dans le cadre du régime stationnaire, mais on utilise ça couramment pour dire un courant est continu, ça veut dire que son intensité et son sens sont constants. Maintenant, on va définir le vecteur densité de courant électrique. Alors, si on a un milieu dans lequel des charges électriques se déplacent, alors on définit en n'importe quel point M de ce milieu le vecteur densité de courant électrique. Alors, ce vecteur densité de courant électrique qu'on appelle J, on le représente comme suit. Nous avons donc le point M. Alors, J, c'est le vecteur en bleu. Il est appliqué au point M, son point d'application c'est le point M. Le sens de ce vecteur bleu, le vecteur J, c'est le même que celui de l'intensité I. Donc le courant I, il se déplace. Donc c'est des charges électriques qui se déplacent. Et on sait que le sens de I, c'est le sens de déplacement des charges positives. Et J, il prend aussi le sens de I. Et ensuite, l'intensité de I, se calcule par J égale à I sur S, c'est-à-dire l'intensité du courant sur la valeur de la surface S. Cette surface S, c'est la surface qui est traversée par le courant I au point M. Donc l'unité de J, c'est les ampères par mètre au carré. Maintenant, si les charges libres qui sont en train de bouger sont de même type, c'est-à-dire ou bien elles sont toutes positives ou bien toutes négatives, le type de charge c'est positive, donc lorsqu'elle est positive ou bien négative. Donc si elles sont de même type, si elles ont la même valeur, c'est-à-dire la même charge Q, et si elles ont la même vitesse qu'on appelle la vitesse de dérive VD. Alors c'est quoi la vitesse de dérive? C'est la vitesse moyenne des charges qui sont en mouvement. Nous avons une charge, lorsqu'on a soulevé un champ électrique, elle commence à bouger, et elle aura donc des vitesses en différents points. On calcule la vitesse moyenne et on dit que cette vitesse moyenne, c'est la vitesse de dérive. Alors, si toutes les charges ont la même vitesse de dérive VD, alors le vecteur densité de courant électrique, J, s'écrit par J égale à NQ par VD. N, c'est quoi? C'est le nombre de charges par unité de volume. Un nombre divisé par un volume, ça veut dire l'unité, c'est mètre à la puissance moins 3. Par exemple, 50 charges par mètre cube, donc c'est 50 mètres à la puissance moins 3. Q, donc c'est la charge. Et NQ, par définition, on peut l'écrire aussi comme ρ indice M, c'est la densité volumique des charges mobiles. Pourquoi? Parce que on a dit N, c'est en mètre moins 3. On multiplie par Q. Par exemple, si on a 50 charges par mètre cube, et chaque charge, elle vaut par exemple 1 coulomb. On dira qu'on a N fois Q, ce sera 50 coulombs par mètre cube. Donc c'est une densité volumique de charge. C'est-à-dire on divise la charge par le volume. C'est pour ça qu'on dit que c'est une densité volumique des charges mobiles. Et l'unité donc de NQ ou bien de ρm, c'est coulomb par mètre cube. Et donc on va écrire J, c'est NQVD. On peut l'écrire aussi comme ρm par VD. Alors, par exemple, dans un conducteur métallique, les charges mobiles sont des électrons. Les charges libres sont des électrons. Et un électron, sa charge, c'est moins E. Donc J, ce sera NQ par VD, c'est-à-dire N par moins E par VD. Donc ce sera moins NE par VD. On va maintenant considérer la loi d'Ohm macroscopique. On parlera par la suite de la loi d'Ohm microscopique, qui est en fait l'interprétation physique de la loi d'Ohm macroscopique. Alors nous avons le courant I, il circule dans un conducteur en allant de A vers B. Puisque I va de A vers B, on dira donc que VA est supérieur à VB. On a vu en électrostatique, lorsque le champ électrique se dirige d'un point A vers un point B, on a dit que le champ électrique se dirige dans le sens des potentiels décroissants. Ça veut dire que VA est plus grande que VB. Alors on dira aussi en électrocinétique, le courant électrique il va de A vers B, donc VA est supérieur à VB. On aura donc une différence de potentiel VA moins VB.
Et la loi d'Ohm macroscopique, elle s'écrit VA moins VB, c'est R multiplié par I. I, c'est le courant, VA moins VB, c'est la différence de potentiel, et R, c'est la résistance électrique de AB. Elle s'exprime en ohm. Et un ohm, c'est 1 coulomb, 1 volt plutôt par ampère, parce que VA moins VB, c'est en volts, et I, c'est en ampères. Alors maintenant, on passe à la loi d'Ohm microscopique. On vient de dire que la loi d'Ohm microscopique, c'est l'interprétation physique de la loi d'Ohm macroscopique. Alors, le conducteur AB, il est traversé par le courant I. I va de A vers B, donc VA est supérieur à VB. Et on sait que lorsque nous avons une différence de potentiel, on a obligatoirement un champ électrique. On a dit que le champ dérive d'un potentiel et que le champ électrique, il va du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Ça veut dire qu'il y a un champ électrique E qui va de A vers B. Voilà, donc on le représente sur la figure, c'est le vecteur en bleu. Et on sait que par définition, E s'écrit comme étant VA moins VB sur L, L étant la longueur du conducteur AB. Donc nous avons des charges électriques. S'il y a un courant électrique I, ça veut dire qu'on a des charges électriques qui bougent. Nous avons un champ électrique. Donc les charges positives seront entraînées dans le sens de E et les charges négatives seront entraînées dans le sens contraire de celui de E. Donc les charges positives donc, en mauve et les charges négatives en orangé. Alors on voit bien que la charge électrique, donc toute charge, elle est soumise à la force électrique qui la fait bouger. Mais on a aussi deux forces en fait qui s'exercent sur chaque charge électrique. Nous avons la force électrique F qui est égale à Q fois E et nous avons la force de freinage ou bien la force de frottement F' qui est égale à moins F par VD. Moins parce que F c'est un coefficient positif et la force de frottement ou bien de freinage, on sait qu'elle est toujours dans le sens contraire à celui de la vitesse. Donc c'est pour cela qu'on met moins F fois VD. VD c'est la vitesse de dérive des charges, de chaque charge électrique. Alors, le régime étant permanent, ça veut dire que la vitesse, donc comme on vient de dire, F c'est le coefficient de friction, alors le régime étant permanent, ça veut dire que la vitesse, elle est égale à constante. Si le vecteur vitesse est constant, ça veut dire que l'accélération est nulle. Si l'accélération est nulle, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc si on revient à la charge Q, elle est soumise à F et à F', donc on va dire que F plus F' égale à 0, ce qui revient à dire que QE moins F par VD c'est égal à 0. Ça veut dire que QE égale à F fois VD, ça veut dire que VD c'est Q sur F fois E. Alors Q sur F fois E ou bien mu fois E. Mu c'est Q sur F, c'est par définition la mobilité des charges électriques. Alors la mobilité, puisque c'est Q sur F, donc elle peut être positive lorsque Q est positive, et elle sera aussi négative lorsque Q est négative. Revenons maintenant à la définition du vecteur J, le vecteur densité de courant. On sait que J s'écrit comme ρm par VD. VD, on vient de voir, c'est mu fois E, donc J devient ρm par mu fois E, c'est-à-dire NQ par mu fois E, parce que ρm c'est NQ. Et NQ par mu, c'est sigma fois E. Voilà. Donc, sigma, c'est NQ mu, c'est par définition la conductivité électrique du milieu, par définition. Maintenant, on va analyser sigma. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il peut être négatif ou positif comme la mobilité? Alors, sigma, c'est NQ fois mu. Et mu, c'est quoi? C'est Q sur F. Ça veut dire que sigma, c'est NQ par Q sur F, c'est-à-dire NQ carré sur F. C'est donc strictement positif parce que N c'est positif, F c'est positif et Q carré c'est positif. Donc si sigma est positif, on revient à J. J c'est égal à sigma fois E. Donc ça, si J c'est sigma fois E, on multiplie E par un nombre positif, ça veut dire que J et E sont dans le même sens. Donc on représente J sur la figure, donc J en vecteur vert, il est dans le même sens que le vecteur champ électrique E. Et on va dire que J, c'est sigma fois E, ça représente la loi d'Ohm microscopique. On a aussi la définition de J, c'est égal à I sur S. En considérant donc cette portion, donc ce conducteur de section S traversé par un courant I et qui a la longueur L, on sait aussi que J, c'est égal à sigma E. On sait que E, c'est VA moins VB sur L. Alors on peut dire que I sur S, c'est sigma par VA moins VB sur L. On tire VA moins VB de cette équation-là et on va dire que VA moins VB c'est 1 sur sigma
par L sur S multiplié par I, qu'on peut écrire sous la forme ρ fois L sur S multiplié par I. C'est-à-dire que ρ, c'est l'inverse de sigma. Sigma, c'est la conductivité, donc ρ, c'est la résistivité. L'inverse de la conductivité, c'est la résistivité électrique du milieu. On revient donc à la définition de la loi d'Ohm, VA moins VB, c'est RI. Alors, on va remplacer donc, on va faire l'identification. RI, c'est ρ fois L sur S fois I, c'est-à-dire que R, c'est ρ fois L sur S, c'est-à-dire que la résistance de ce conducteur de longueur L et de section S s'écrit comme R égale à ρ fois L sur S. L'unité de ρ, c'est quoi? R, c'est en ohms, L, c'est en mètres, S, c'est en mètres carrés. Donc, ρ, ce sera en ohms par mètre. Et par conséquent, sigma, c'est l'inverse de ρ, ce sera en ohm moins 1, mètre moins 1. Alors, maintenant, on va parler de l'effet Joule. Alors, on considère toujours le conducteur AB qui est traversé par le courant I. Et on va dire que le passage de I dans AB s'accompagne toujours d'un dégagement de chaleur Q. Et c'est l'effet Joule. L'effet Joule, c'est quoi? C'est la conversion de l'énergie électrique en énergie calorifique. Alors, lorsque nous avons un conducteur qui est traversé par un courant, alors on a toujours une partie ou toute l'énergie. Ça dépend, une partie de l'énergie électrique qui sera transformée en énergie calorifique. Et ça, c'est l'effet Joule. Et cette chaleur, donc cette énergie calorifique qu'on exprime par Q, c'est cette chaleur-là, elle a comme relation Q égale à U fois I fois T. U, c'est la DDP, c'est-à-dire c'est VA moins VB. L'unité de Q, c'est les joules. Et on va faire donc, on va écrire aussi comme Q égale à P fois T, parce que tout simplement, P, c'est par définition UI, c'est la puissance consommée par effet Joule. Voilà, donc Q, c'est UIT, et P, c'est UI, donc Q, c'est P fois T. Et on va faire une remarque, on sait que U c'est égal à RI, donc I est égal à U sur R, donc on va jouer sur Q, Q c'est égal à UIT, ce sera donc, on remplace donc U par RI, ce sera RI par IT, c'est-à-dire RI carré T, sinon I c'est égal à U sur R, donc I carré c'est U carré sur R carré, et donc U ce sera I carré, ou bien plutôt U carré sur R fois T. Voilà. Maintenant, on va définir le générateur. Il génère, comme son nom l'indique, le générateur, donc c'est un appareil qui produit le courant électrique. Alors, on représente le générateur comme suit. A et B, ce sont des pôles. Nous avons un pôle négatif et un pôle positif. Le courant électrique pour le générateur, il circule à l'extérieur de ce générateur du pôle positif vers le pôle négatif, c'est-à-dire de B vers A. Et à l'intérieur du générateur, il circule du pôle négatif vers le pôle positif, c'est-à-dire de A vers B. Alors, on démontre que la différence de potentiel aux bornes du générateur s'écrit comme U qui est égal à V plus moins V moins, c'est égal à E moins RI. C'est la DDP plus, le potentiel plus moins le potentiel moins, c'est E moins RI. Alors, on va définir c'est quoi E et R. D'abord, R, c'est la résistance interne du générateur. Bien sûr, il est constitué, donc il y a toujours une matière qui résiste dans le générateur. Donc ce générateur-là, il présente une résistance, une petite résistance, pas forte, donc à la circulation du courant électrique. Et E, c'est la force électromotrice, FEM, du générateur. C'est-à-dire, autrement dit, c'est la tension à vide du générateur. Pourquoi on dit la tension à vide? C'est-à-dire c'est la tension entre les pôles de ce générateur lorsqu'il délivre un courant nul. On sait que V plus moins V moins c'est E moins RI. Lorsque I est égal à 0, donc V plus moins V moins c'est E. Donc E, c'est la tension à vide de ce générateur. L'unité de E, c'est en volts. Voilà. Et E s'écrit comme P sur I. P, c'est une puissance, c'est la puissance fournie par le générateur. Donc ça, c'est en ce qui concerne le générateur. On va définir maintenant le récepteur. Il reçoit, donc c'est un appareil qui reçoit l'énergie électrique et la transforme en énergie mécanique ou chimique. Le reste sera dissipé en chaleur. On représente donc le récepteur par deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. Mais pour le récepteur, le courant, à l'extérieur, il circule du pôle négatif vers le pôle positif.
et à l'intérieur, il circule du pôle positif vers le pôle négatif, c'est-à-dire à l'extérieur de A vers B et à l'intérieur de B vers A. C'est le contraire du générateur. A et B sont aussi les pôles du récepteur. Et la différence de potentiel aux bornes du récepteur, c'est V plus moins V moins, ce sera E plus RI. Alors R, c'est la résistance interne du récepteur, et E, pour le générateur, c'était la force électromotrice. Là, ce sera la force contre-électromotrice, c'est-à-dire FCEN du récepteur. On peut dire aussi que c'est la tension à vide de ce récepteur, parce que lorsqu'il reçoit un courant zéro, c'est-à-dire lorsque I est égal à 0, c'est V plus moins V moins, ça devient égal à E. Et E, cette force contre-électromotrice, c'est égal aussi à P sur I. Et P, maintenant, c'est la puissance transformée par le récepteur, ou bien reçue et transformée par le récepteur. Voilà, donc pour le générateur, c'est la puissance fournie par le générateur P, et là, c'est la puissance transformée par ce récepteur. On va définir maintenant la résistance morte. Alors, par définition, la résistance morte transforme toute l'énergie électrique qu'elle reçoit, elle la transforme en chaleur. On la représente par ce rectangle, R, sinon avec les dents de scie. Les deux sont des représentations d'une résistance morte. Et le courant, il va de A vers B, donc la différence de potentiel entre A et B, donc VA moins VB, c'est égal à RI. Comme exemple de résistance morte, on peut citer les lampes ou bien les fers à repasser. Alors une remarque, le générateur, on l'a représenté comme suit. Les deux pôles, le pôle positif, le pôle négatif, et nous avons donc la force électromotrice, c'est R, et on peut aussi le représenter d'une autre façon, c'est-à-dire de façon séparée. Donc les pôles, c'est pour la force électromotrice, et la résistance interne, on la dégage à l'extérieur, c'est la résistance du générateur. C'est utile lorsqu'on fera par la suite, parce qu'on va faire le réseau électrique, et c'est utile pour le calcul des intensités ou bien pour trouver les forces électromotrices ou bien contre-électromotrices quand il s'agit d'un récepteur. Alors un réseau électrique, c'est quoi par définition? Ça, c'est un exemple de réseau électrique. Alors dans ce réseau-là, nous avons un ensemble de générateurs et de récepteurs et de résistances mortes associés de façon quelconque. Alors le générateur envoie le courant I, il sort du générateur. Donc ensuite nous avons I1, il entre dans un récepteur parce qu'il entre par le pôle plus. I2, il entre dans un générateur parce qu'il entre par le pôle moins. Et I3, il entre dans une résistance morte. Alors on voit ici que nous avons 4 courants. Nous avons I1, I2, I3, I4. Donc nous allons avoir 4 branches. On va dire qu'on a 4 branches. Pour chaque branche, nous avons un courant électrique. Alors la première branche, c'est MAN puisqu'elle est traversée par le courant I1. La deuxième branche, c'est MBN. La troisième branche, c'est MCN, le courant I3. Et la quatrième branche, c'est MDN, le courant I. Et ces branches, donc une branche, c'est cette portion qui est située entre deux nœuds. Les deux nœuds ici, pour les 4 branches, ce sont les points M et N. M et N, ce sont 2 nœuds. Alors les nœuds, c'est quoi? C'est un point, un nœud, c'est quoi? C'est un point relié à plus de 2 branches. On va dire que les 4 branches sont sous-tendues par les 2 nœuds M et N. Nous avons des dérivations. En un nœud, on va avoir une dérivation. Par exemple, le point A, c'est pas un nœud. Il n'y a pas de dérivation en A. Le point B, c'est pas un nœud non plus. Le point C n'est pas un nœud. Le point D n'est pas un nœud. M et N sont 2 nœuds parce qu'en M, nous avons une dérivation. Le courant, il arrive I, c'est I qui arrive. Et nous avons 3 courants qui sortent. I1, I2 et I3. En N, les courants arrivent I1, I2, I3 et ils sortent sous forme de courant I. Donc en M et en N, nous avons des dérivations, ce sont des nœuds. Et le point M, il est relié à plus de 2 branches. En M, nous avons 4 branches, en N, nous avons 4 autres branches. Maintenant, c'est quoi la maille? La maille, c'est une succession de branches qui forment un circuit fermé, c'est-à-dire une suite avec laquelle on fait un circuit fermé. Un exemple, les mailles que l'on a sur cette figure. Nous avons la maille, la première maille, c'est M, A, N, B, M. On part de M et on retourne à M. Donc c'est un circuit fermé. On commence et on termine par M. Nous avons M, A, N, c'est la première branche. Et N, B, M, c'est la deuxième branche. Et on obtient donc une maille. La deuxième maille, c'est M, A, N, C, M.
Donc on part de M, A, N, C et ensuite N. M, alors les deux branches que l'on a, c'est M, A, N. La deuxième, c'est N, C, M. La troisième maille, c'est quoi? C'est M, A, N, D, M. Alors M, A, N, c'est la première branche et N, D, M, c'est la deuxième branche. Et on fait une maille. La quatrième maille, c'est quoi? C'est M, B, N, C, M. Alors M, B, N, c'est la première branche et N, C, M, c'est la deuxième branche et on ferme avec les deux branches là, on ferme une maille. La quatrième maille, c'est quoi? C'est M, B, N, D, M. La première branche, c'est M, B, N et la deuxième maille, ou plutôt branche, c'est N, D, M. Et on fait une maille. On part de M et on arrive à M. Et la dernière maille, c'est M, C, N, D, M. Alors M, C, N, c'est la branche, c'est une branche, et N, D, M, c'est une autre branche, et avec ces deux branches, on ferme un circuit, c'est un circuit fermé. On considère maintenant les lois de Kirchhoff. Ce sont deux lois, la loi des mailles et la loi des nœuds. Pour la loi des nœuds, alors pour chaque nœud, on a la somme des courants qui entrent dans ce nœud, c'est égal à la somme des courants qui en sortent, c'est-à-dire qui sortent de ce nœud. Un exemple, nous avons A, c'est un nœud, nous avons un ensemble de courants qui entrent et un ensemble de courants qui sortent. Les courants qui entrent, ce sont I1, I2 et I6. Et les courants qui sortent, ce sont I3, I4 et I5. Alors on va dire I1 plus I2 plus I6, c'est égal à I3 plus I4 plus I5. Pour la loi des mailles, alors pour chaque maille, on écrit la somme des RI, c'est la somme des E. E, que ce soit une force électromotrice ou bien une force contre-électromotrice. À condition de respecter les conventions de signes suivantes. D'abord, on représente les forces électromotrices et la force contre-électromotrice de la sorte. C'est-à-dire, on a E, pour là, nous avons deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. Alors E, elle sera représentée par une flèche qui va partir du pôle négatif vers le pôle positif. Un exemple, nous avons donc dans cette maille-là, donc il y a 4 nœuds. Nous avons R1 et R2, E1, E2 et E3. Nous avons I1, I2 et I3 et I4. Alors on représente E1, ce sera une flèche. Pour E1, E2, E3, on va les remplacer par des flèches qui vont aller du pôle négatif vers le pôle positif. Alors ça devient ainsi. Donc E1, E3 et E2, donc elles sont représentées par des flèches comme c'est sur la figure. Ensuite, on choisit un sens de parcours arbitraire sur la maille. Il y a deux sens, le sens dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens contraire. Par exemple, on choisit dans le sens des aiguilles d'une montre. En mauve, donc le sens de parcours arbitraire. Ensuite, on va dire I et E seront pris avec le signe plus s'ils sont dans le sens arbitraire choisi, sinon avec le signe moins s'ils sont dans le cas contraire, c'est-à-dire s'ils sont dans le sens contraire au sens arbitraire choisi. Alors pour notre cas de figure, nous avons I1, il est dans le sens contraire. Le sens choisi, c'est en mauve. E1, il est dans le sens contraire. I1 plutôt, il est dans le sens contraire. I2, il est dans le sens positif. Alors qu'est-ce qu'on a? Nous avons que la somme des RI, c'est la somme des E. Alors pour, on va dire donc moins R1, I1 plus R2, I2, c'est égal, maintenant pour E1. E1, elle est dans le sens contraire, donc ce sera moins E1. E3, elle est dans le sens positif. E2, elle est dans le sens positif, alors on va dire moins R1, I1 plus R2, I2, c'est moins E1 plus E2 plus E3. Ça, c'est en ce qui concerne une seule maille. On n'a pas qu'une seule maille dans les réseaux, on aura plusieurs mailles. Alors on écrit pour chaque maille l'expression, donc la loi des mailles. Ensuite, on aura un système d'équations avec des inconnus et on résoudra donc ce système-là et on obtiendra, dans le cas où on nous demande les I, on obtiendra les intensités de courant ou bien les E. Alors, un exercice d'application, on nous demande de déterminer l'intensité du courant dans chacune des trois branches du réseau suivant. Alors, on nous donne deux résistances mortes dans le réseau, 7 ohms, 5 ohms. Nous avons trois forces, 6 volts, 4 volts et 8 volts. Alors, on ne sait pas si il s'agit de forces électromotrices ou contre-électromotrices ou les deux, parce que les intensités de courant n'ont pas été donc représentées sur le réseau. Alors, pour répondre, on doit d'abord choisir un sens arbitraire pour chaque intensité.
D'abord, rappelons que nous avons deux nœuds, A et B. Nous avons trois branches, ADB, ACB et AB. Donc, pour chaque branche, il y a une intensité de courant. Et nous avons trois mailles, ADBA, ACBA et ADBCA. Alors, les sens ont été choisis de la sorte, c'est-à-dire I1, I2 et I3 sortent de A et entrent en B. Maintenant, on va représenter les forces E, donc 8 volts, 6 volts et 4 volts, avec des flèches qui vont de la borne du pôle négatif vers le pôle positif. Et on choisit un sens arbitraire pour chacune des deux mailles avec lesquelles on va travailler. Alors, on va travailler avec la maille 1 qui est ABCA et avec la maille 2 qui est ADBA. Alors, pour la maille 1, le sens choisi, adopté, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et pour la maille 2, c'est un sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, après, on verra si le choix des intensités, le sens des intensités a été judicieux ou pas en fonction des valeurs obtenues. Alors pour la maille 1, nous avons le sens, donc par rapport au sens, on va comparer le sens de I1 et de 4 volts et de 6 volts par rapport au sens adopté qui est représenté en mauve. Alors pour I1, il est dans le sens contraire, 4 volts c'est dans le sens contraire et 6 volts c'est dans le sens contraire. Donc on va écrire moins 7 I1 c'est moins 4 moins 6, ce qui nous donne I1 qui est égal à 10 sur 7 ampères. Pour la maille 2, pareil, donc on compare I2 et 4 volts et 8 volts, les flèches qui correspondent à 4 volts et 8 volts, on les compare avec le sens positif adopté. Alors I2 c'est dans le sens contraire, 4 volts et 8 volts aussi dans le sens contraire toutes les deux. Alors on va dire moins 5 I2 c'est moins 4 moins 8, ce qui nous permet d'obtenir la valeur de I2 qui est égale à 12 sur 5 ampères. Maintenant il nous reste à calculer I3. Pour I3 on va faire appel à la loi des nœuds. La somme des courants qui entrent c'est égal à la somme des courants qui sortent. Pour le nœud A, nous avons les courants qui entrent, c'est 0, aucun courant n'entre, et les courants qui sortent, ce sont I1, I2 et I3. Et on va dire I1 plus I2 plus I3, les courants qui sortent, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas aucun courant qui entre dans le nœud A. Pour le nœud B, pareil, donc les courants I1, I2 et I3 entrent en B, mais aucun courant ne sort, alors on obtient aussi la même relation. I1 plus I2 plus I3 est égal à 0. Alors à partir de cette dernière équation, on tire I3 qui est égal à moins I1 moins I2 et on obtient moins 3,84 ampères. Maintenant, nous avons calculé les trois intensités, I1, I2 et I3. I1 et I2, on les a trouvées positives. Donc, le sens choisi pour I1 et I2, il est bon. Pour I3, on a trouvé une valeur négative. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que I3, c'est en fait 3,84 ampères, mais le sens adopté est faux. C'est-à-dire, au lieu que I3 soit de A vers B, elle sera de B vers A. Et donc, de façon générale, quand on calcule des intensités, on choisit, si on ne nous donne pas les intensités, on choisit le sens de façon arbitraire, on termine les calculs, et à la fin, les valeurs positives, donc on les retient, les valeurs négatives, on prend la valeur absolue de toute valeur négative et on change, on inverse le sens adopté pour l'intensité pour laquelle on a trouvé une valeur négative. Alors pour ce qui est donc maintenant de 6 volts, puisque le courant il entre par la borne négative, ça veut dire qu'il s'agit d'un générateur, donc d'une force électromotrice. Pour ce qui est de 8 volts aussi, le courant I2 il entre par la borne négative, donc c'est une force électromotrice, il s'agit d'un générateur. Et pour ce qui est de 4 volts, le courant aussi, puisqu'il va de B vers A, ça veut dire qu'il entre par la borne négative et il s'agit aussi d'un générateur, donc 4 volts c'est la valeur d'une force électromotrice aussi. On va faire maintenant l'électrophorèse. Alors l'électrophorèse, c'est une technique qui sépare les particules chargées, notamment les protéines, d'un milieu aqueux en présence d'un champ électrique. C'est-à-dire sous l'effet du champ électrique, on va séparer les protéines des autres particules. Alors, chaque particule de charge Q, elle est soumise à deux forces. Nous avons la force F qui est la force électrique, c'est égal à Q fois E, et F', c'est la force de frottement, ou bien de freinage, c'est égal à moins F fois V, la vitesse. Et F, c'est le coefficient de friction, c'est égal à 6 pi eta R, parce qu'on considère les particules, notamment les protéines, on les considère comme étant sphériques. Alors F et F' finissent par s'équilibrer. Au début, ce n'est pas un équilibre, donc la particule commence à bouger sous l'effet de E, et après ils finissent par s'équilibrer, c'est-à-dire que F plus F' sera égal à 0, c'est-à-dire que Q fois E est égal à F fois V.
C'est-à-dire que V, c'est Q sur F fois E, ou bien mu fois E. Et mu, c'est Q sur F, c'est-à-dire Q sur 6 pi eta R. C'est ce qu'on appelle la mobilité électrophorétique de la particule. Alors, chaque particule a sa propre mobilité. Et pour les particules, donc pour les protéines, elles sont caractérisées par leur mobilité et ceci les différencie des autres particules, donc ceci les sépare des autres particules.